Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue au séminaire, au masterclass du CRIM. Donc, le CRIM est un centre de recherche appliquée et notre rôle est de servir de pont entre le monde académique et le monde industriel pour, pour permettre, pour donner des outils et des ressources au monde industriel à attaquer les questions de l'innovation, en particulier en intelligence artificielle. Donc, dans les dernières années, on a eu vraiment une explosion scientifique et technique en intelligence artificielle. Le besoin aussi grandit, beaucoup de perspectives s'ouvrent et beaucoup de gens, de compagnies, d'industries, d'institutions voient les nouvelles possibilités de l'intelligence artificielle dans leur workflow, dans leurs produits, dans leurs offres. Mais il existe quand même un écart considérable entre ces belles promesses et leur réalisabilité, la façon de les mettre en place, la façon de les exploiter. Et c'est en ce sens qu'on a décidé de proposer cette série de masterclass. Donc, nous, au CRIM, on aide les industries, les PME, les institutions dans ce sens. Et on a développé toute une pratique. Et l'idée ici, c'est de partager cette pratique-là avec vous. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les aspects plus data science. Donc je vous présente Michel Savard, qui est un doctorat en physique de l'Université McGill dans des sujets très, très complexes, l'hydrodynamique quantique, la science nanoscopique. Mais il a bifurqué pour devenir un expert en sciences des données et donc de mettre ses grandes connaissances scientifiques et techniques dans cette direction-là. Il est au CRIM en ce moment, depuis un certain temps. Il est, depuis 2019, il est le coordonnateur de l'expertise en sciences des données et apprentissage automatique. Et il a une très, très vaste expérience dans l'application des sciences des données et le développement expérimental pour des besoins industriels concrets. Alors, sans plus tarder, Michel, je te cède la parole pour ce masterclass. Merci, Ouman, de la présentation. C'est très généreux de me caractériser ainsi. Les modèles prédictifs sur données tabulaires seront le sujet de la journée, évidemment, et puis particulièrement, je propose ici des observations et des constats que l'équipe a fait à travers des dizaines de projets. Donc, on va avoir à l'écran souvent des stratégies et des tactiques vraiment concrètes que j'espère seront gardées dans votre mémoire. Puis, c'est vraiment dans la pratique de l'apprentissage automatique du machine learning qu'on a réalisé ça, beaucoup dans des erreurs, peut-être des inefficacités, puis aujourd'hui, on veut les partager. Alors, je ne vais pas nécessairement répéter ici, simplement mentionner qu'on vise un auditoire qui veut réaliser des projets innovants en intelligence artificielle, mais particulièrement avec peut-être une saveur machine learning ou apprentissage automatique. Donc, je vais utiliser les termes indépendamment aujourd'hui. Puis, j'arrive ici comme scientifique de données senior au CRIM. Donc, ça fait quelques années que je participe activement. Ça fait partie du rôle que j'ai au CRIM au sein d'une équipe d'une dizaine de gens qui ont contribué à des projets avec des PME québécoises. Puis, on a tiré des leçons. Donc, le but est très concret. On se cadre dans nos projets de développement expérimental. Il y a une grosse incertitude à réduire pour un domaine, un champ d'application chez une compagnie. Il y a souvent de la modélisation prédictive, descriptive, même voire prescriptive, à base des fois de machine learning. Et moi, je veux apporter cette idée aujourd'hui, c'est un peu la ligne de vie qui va toujours sous-tendre mes commentaires. Ben, les seules vraies données réelles, elles vont être en production. Okay? Donc, c'est l'idée. On veut se rendre le plus rapidement possible vers des prédictions sur de vraies données qui vont nous donner une information le plus juste possible. Donc, c'est ce qu'on garde en tête de la présentation. Je vais m'exécuter en 5 temps. D'abord, une petite mention de ce que j'entends par des données tabulaires, suivie d'une phase
fondamentale où l'analyse de données va être un petit peu, je vais suggérer des méthodes d'y penser pour vous aider. Et ensuite, on rentre dans le cœur du sujet, une troisième section. C'est le gros, ou là où il y a la viande dans la présentation. Puis ensuite, j'ai deux petites sections où je vais vous avertir un petit peu du risque du labyrinthe des options et quelques trucs, recommandations qu'on utilise aujourd'hui au crime en sciences des données et machine learning dans la dernière section. Je prends pour acquis ici que l'auditoire est composé de multiples gens avec des rôles multiples, disons. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait des innovateurs qui veulent réaliser des projets en IA, des scientifiques des données, des ingénieurs de données, mais aussi des CIO, des CTO qui ont le rôle de décideur et qui vont peut-être interagir avec les scientifiques de données. Et j'espère pouvoir aider à comprendre ce langage, donc avoir des petits trucs, des tactiques, des façons de questionner. Puis évidemment, on travaille au crime beaucoup avec des petites entreprises. Des fois, les gens ont plusieurs chapeaux. Donc, ce que j'appelle le gars de la boîte techno, là, le seul technophile ou la seule personne capable de prendre tous ces chapeaux. On travaille avec eux, puis aujourd'hui, ce sont des conseils peut-être pour cette personne. On y va. Première partie, toute petite. J'ai 3 petites slides pour parler des données tabulaires. C'est une classe de maître. Je m'attends à ce que vous soyez déjà en contrôle de beaucoup des détails. Donc, on ne va pas aller en profondeur sur toutes les définitions, mais je mets la table un petit peu. Donc, pour la journée, pour aujourd'hui, les recommandations attraient à des données de format tabulaire. Ce sont un petit peu, là, j'ai mon directeur AI, Human, qui me rappelle que le premier instinct de quelqu'un qui observe un événement, qui veut prendre la mesure, va l'annoter et structurer cette annotation et ça va créer une table. Donc, on parle vraiment du fondement de la mesure d'information. Il y en a partout des tables et elles peuvent être caractérisées par des particularités importantes, puis je vais y revenir dans la slide suivante. Mais au final, ce que j'indique ici, c'est que les formats tabulaires, aujourd'hui, je les imagine dans un tableau, tout simplement, et des colonnes qui sont en fait hétérogènes. Ce que je veux dire, c'est qu'une certaine colonne peut être un entier. Dans le tableau en bas, on voit 1, 2, 3, 4 décimales, des nombres à virgule, des indicateurs vrai-faux. On peut avoir des graduations sur une échelle, des catégories. Donc, les variables catégorielles sont fondamentales ici. Un exemple serait la ville. Laval, Montréal, elles sont donc des classes fixes pour une rangée. On a des versions ordinales où les catégories ont en fait un ordre, des versions cycliques que vous pouvez imaginer avec lundi, mardi, etc. Les données tabulaires ont parfois des métadonnées incrustées, interlacées à l'intérieur, qui aident à comprendre une autre. Il faut réaliser qu'elles sont aussi là. Et il y a des données beaucoup plus complexes, des adresses IP, des coordonnées à longitude, latitude, une chronologie, donc des objets conceptuels qui sont amalgamés ici. Il faut reconnaître cette distinction. Et je termine ici en montrant que peut-être 99% et plus des projets en IA sont en fait dans le domaine d'analyse prescriptive, descriptive ou prédictive de données tabulaires. Malgré que dans les nouvelles, on entend beaucoup parler de d'autres formats peut-être. Si on y pense bien, c'est omniprésent en fait. Donc, les caractéristiques ici que je présente sont dans le but de vous montrer pourquoi il faut porter attention à ce format tabulaire. Et dans l'analyse qu'on va faire subséquemment, il faut prendre en compte ces 6 caractéristiques-là. Donc, premièrement, j'ai déjà mentionné, elles sont hétérogènes, les champs d'information qu'on contient, et ça va informer un peu les méthodes qu'on peut utiliser. Deuxièmement, il y a une présence très régulière de valeurs manquantes. Donc, par exemple, dans ma colonne de la ville que j'ai mentionnée, la catégorielle, il pourrait y avoir une instance, une rangée qui n'aurait aucune information sur la ville. Puis c'est très particulier parce qu'on imagine une image qui, en fait, ne manque jamais, c'est une pixel ici dans 12% de la base de données. Ici, dans les données tabulaires, c'est très fréquent. Donc, none, nan et des valeurs blanques. Numéro 3, l'intuition de la personne qui travaille avec les données tabulaires va tout de suite imaginer à ajouter des colonnes. Puis ça, c'est très particulier. On pense tout de suite à comment améliorer nos données. On pourrait ajouter des informations. Par exemple,
est-ce qu'on peut ajouter la météo, les phases de la lune noire. Numéro 4 ici, puisque les données disponibles en format tabulaire sont en fait sous un format très particulier. On pense peut-être à latitude, longitude ou des adresses IP. Il y a, de mon expérience, toujours une phase de transformation nécessaire, un peu embêtante, qui n'existe peut-être pas dans d'autres domaines d'application AI. Puis, faites juste y porter attention, on est un peu obligé, ce que j'appelle apprêter la donnée, très spécifiquement pour qu'elle soit utilisable ensuite. Des outliers bizarres ici, ce que je veux dire, c'est que les gens qui utilisent, qui ajoutent des données vont peut-être faire des erreurs naïves comme l'année de naissance est écrite en 85 au lieu de 1985. Puis un petit commentaire sur une caractéristique intéressante, c'est que c'est assez rare d'avoir du big data tel quel. Donc, en bas de la slide ici, j'ai une petite section. Elle va revenir dans toute la ligne du projet, de la présentation. Ce sont des tactiques, observations et des stratégies que je vous propose. Donc, ce sont des take-home messages, ce sont des messages à se rappeler. Ici, je veux juste avertir qu'il faut mettre un temps, un effort planifié pour cette partie, pour s'assurer d'avoir bien compris la donnée. Et on va y revenir dans la section suivante, évidemment. Je voudrais présenter un projet. Je ne peux pas prendre des données exactes d'un de nos clients. Donc ici, j'ai pris un substitut qui est des données observationnelles de vraies chaînes de magasins. Ça s'appelle le jeu de données Rossmann qui note, peut-être avec la flèche rouge, vous voyez ici, la quantité de ventes en une certaine journée. C'est un jeu de données très typique ici. On reconnaît la présence de plusieurs tables descriptives qui peuvent être jointes pour créer une matrice 2 dimensions où les rangées seraient nos instances d'intérêt et puis les colonnes, ce sont des descripteurs. La colonne indiquée en rouge devient une cible à prédire dans une certaine tâche d'apprentissage machine. Je vais revenir à ce problème de prédiction du nombre de ventes ici au travers de la présentation, mais c'est seulement à des fins de démonstration. Donc, l'intérêt, il n'est pas de comprendre la performance particulière ici. Et voilà, on se lance. Donc, partie analyse des données. Je vous propose ici une stratégie, une tactique et une observation qui vont être relatives à cette section. Première stratégie, c'est de penser aux étapes de l'analyse, non pas comme une checklist de plot, de graphes, de calculs à faire, mais plutôt de changer votre perspective puis de penser à une série d'hypothèses qu'on essaie d'infirmer ou de confirmer. Et une seule hypothèse, quand on pense à cette hypothèse, on va naturellement produire plusieurs calculs, plusieurs investigations distinctes et on va, très crucial ici, on va aussi porter une conclusion, une critique et l'infirmation de l'hypothèse. Et ce serait ma stratégie à ramener à la maison. Tactique, très concret ici, je vous recommande de ne pas seulement regarder les données de manière synthétique, en gros, mais aussi d'aller très local. Je vais avoir un exemple. Une observation, peut-être pour les décideurs dans la salle, c'est conséquent comme effort. On parle peut-être de 30%, peut-être plus, des efforts d'un petit projet associé à cette phase. Donc, une façon de penser aux analyses des données. On est au début d'un projet, on a eu l'idée, on commence à penser à notre base de données existante. Je propose de penser à 4 façons de passer cette analyse. Premièrement, je parle de contexte, en haut à gauche. Le contexte d'affaires de la question d'affaires qu'on essaie de répondre, il n'est évidemment pas compris parfaitement par le scientifique de données. Notamment au crime, nous, on est en collaboration, on est au service par exemple, une demande client, puis on doit comprendre les limites, les contraintes, le flot de données, quels sont les noms des entités. Donc, il y a une phase qui est nécessaire ici pour ce que j'appelle comprendre le contexte d'affaires spécifique. Il y a en effet combien de magasins disponibles. Est-ce qu'on parle de 500, est-ce qu'on parle de 5000? Quel est un flot typique de clients, etc. À droite, j'ai ce que j'appellerais la plongée profonde avec la cible. La cible ici,
c'est le Y, c'est ce qu'on essaie de prédire. Il faut passer du temps à la regarder sous toutes ses coutures, la revirer pas, etc. Donc, je mets même une section spécifique juste pour celle-là. Puis elle a son cousin ici en bas à gauche qui serait l'analyse des variables explicatives. Mais je mets un petit alinéa ici. J'aimerais qu'on considère qu'en fait, il y a une sorte d'analyse où on regarde nos variables qui sont disponibles, mais dans la perspective où elles vont devenir des intrantes à un modèle. Donc, quand on observe peut-être la latitude, longitude, elle n'est pas prête cette donnée à être envoyée à un modèle. Il y a des transformations et peut-être un peu de l'agrémentation, mais il faut l'apprêter. Et il y a plusieurs façons de le faire. Donc, quand on commence cette analyse, je propose de tout de suite se questionner quelles sont les méthodes, les façons d'apprêter cette donnée qui pourraient aider dans le futur, dépendamment des méthodes qu'on va utiliser. Toutes les méthodes ne requièrent pas le même format de données en entrée. Donc, je terminerai ici avec l'analyse par validation d'hypothèse. C'est ce que j'ai donné comme stratégie de cette section. Ici, je pense qu'il faut écrire nos hypothèses et être très précis, et ensuite les calculs vont en découler. Un exemple, là ici j'ai trouvé, je pense que les alertes automatiques vont toujours suivre une certaine baisse du signal. Ça paraît évident, donc vérifions-le. Si ce n'est pas le cas, on apprend quelque chose. Petite parenthèse, il apparaît qu'on observe en fait, on est capable de faire cette analyse-là souvent très rapidement parce qu'on n'a pas de big données, big data, pardon. Donc, les types de problèmes qu'on rencontre, en tout cas dans les PME avec lesquels on travaille, sont souvent associés à un client ou un véhicule, et donc, elles ne vont pas exploser dans le temps. On n'a pas 100 millions de clients au Québec, malheureusement. Donc, ça paraît qu'on est capable de travailler souvent sur une machine en mémoire. On n'a pas à penser immédiatement à distribuer nos calculs. Et ça, c'est fantastique. Ça veut dire qu'on est capable de faire cette analyse beaucoup plus rapidement. Et je sais que beaucoup de gens vont penser naturellement à une solution, si ça ne rentre pas en mémoire, de peut-être réduire le nombre de données qu'on va analyser, prendre 10 50 On est tous mal à l'aise avec cette idée-là. Puis je voudrais juste peut-être apporter un truc, une tactique très, très concrète ici, de travailler à downcast, que je dirais en anglais, donc de transformer le type de vos données. Vous pouvez gagner très rapidement avec des fonctions génériques qui vont fonctionner dans tous vos projets. Faites-le très rapidement. Et on travaille avec les données brutes, on les transforme et soudainement, on peut gagner beaucoup d'espace. Donc, ma tactique proposée pour ce groupe ici est de penser à la vue locale. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde, à la gauche, ici, on peut voir une analyse statistique des variables. Ici, c'est une matrice de corrélation entre toutes nos variables. Tout le monde va penser à faire ces analyses globales. Elles sont pratiques, elles sont nécessaires. Elles sont même maintenant tellement évidentes que tous les outils de notre boîte à outils permettent de les faire très rapidement. Ici, c'est en 2 lignes. J'ai un graphe qui est joli, qui est très parlant. Ça, c'est clair, tout le monde le fait. La proposition que je vous amène ici, c'est en fait d'aller voir très profondément, très en détail. Ici, ce sont un seul magasin peut-être agrégé à la semaine, quelque chose comme ça. Les ventes pour Rossmann. Et on s'imagine, peut-être qu'on a eu l'information du décideur, du client, qu'on avait des données à chaque jour. Okay? C'était ça la commande. Et quand on regarde ici le 3e magasin, on voit qu'il y a par exemple un gros trou béant dans la série de données disponibles. Et en observant les vraies données, on est capable peut-être de déclencher un questionnement et une boucle itérative de remise en question, de recadrage du projet. Et c'est là qu'on gagne énormément parce qu'on ne perd pas de temps avec des hypothèses qu'on prenait pour acquises. Donc, regardez vos données au niveau le plus granulaire possible. Je vous laisse avec cette petite idée. Une question qui revient, les outils d'exploration automatique, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, autre que, absolument, on s'en sert, mais cependant, c'est un complément. Donc,
Ça ne remplace pas ce qu'un cerveau humain ferait. Je pense qu'ils sont utiles et notamment, moi, je les utilise pour le rapport très compact qu'ils nous produisent et qui est une bonne carte de visite si on veut revenir plus tard. Disons qu'on est dans une phase très avancée de modélisation et qu'on veut revenir. On vise à rapidement aller voir une information statistique simple et on peut la revoir vite. Donc, je vous encourage. Ici, c'est un exemple avec Pandas Profiling. On le roule au début d'un projet typiquement, puis ensuite, on continue notre vraie analyse. Je termine la section. La cible. Okay? Un deep dive. Je devais donner un exemple de ce que moi, j'observerais. Qu'est-ce que je chercherais dans cette cible-là? Ici, avec les ventes. Encore, c'est le problème de prédiction des ventes de Rossmann. Le type de la cible n'impose pas la tâche de machine learning. Ce que je veux dire. Un entier, ici 5000, 3000, 4000, ne vous force pas à faire une régression d'un entier. On peut transformer notre cible pour répondre à une question légèrement différente, une question d'affaires. Par exemple, en rouge, on pourrait réinterpréter notre jeu de données pour poser la question d'une classification binaire de baisse soudaine. Ici, par exemple, est-ce que nous allons baisser en dessous d'un seuil? Passer de régression à classification devrait faire partie des possibilités. Autrement, on a en vert à droite la petite ligne qui dit le forecasting, donc la prévision journalière. Ça, c'est la tâche évidente un peu pour une série temporelle, si c'est ce que le besoin d'affaires demande, ou peut-être la détection de patrons, si on voulait regarder la saisonnalité à travers les semaines ici. Donc, on a 4 semaines qui sont surlignées par mes lignes pointillées. Le constat en bas que je voudrais vous proposer, qu'est-ce que j'ai écrit? La tâche AML à évaluer dans les expériences n'est pas imposée par la cible, exactement. Et un peu pour les aficionados, moi je suis physicien de formation et ce que je peux déranger les gens des fois en proposant, c'est de penser à la nature du processus génératif de la variable. Notamment, si on a un compte, on ne peut pas aller en bas de 0. On sait que c'est asymétrique peut-être face à un niveau, un certain niveau. Puis, la personne d'affaires, le décideur, va, lui, se concentrer sur les erreurs les pires à commettre et ça peut informer la tâche ML que vous allez faire. Donc, penser aux erreurs qu'on ne veut pas commettre peut aider à la transformation de la cible. Bon, on rentre dans le cœur du sujet. On arrive à un moment où on a des données qu'on comprend un peu et on veut se lancer à faire de la modélisation. Aujourd'hui, je veux proposer l'idée d'en faire un sprint, de faire un sprint avec un modèle simple. Et la stratégie, ça va être de choisir un modèle qui va être basé sur une architecture générique. Et on va réutiliser cette architecture-là pour les différents modules prédictifs ou descriptifs qu'il va y avoir dans notre système ML. Une petite tactique qui va revenir, ça va être de travailler avec des baselines naïves et une baseline intuitive. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Je ne passe pas en détail ici. Je me devais de donner un peu des indications des grandes classes d'architecture. Le premier constat qu'on peut faire de cette ligne du temps, c'est qu'elle est très clairsemée. J'ai fait exprès, je n'ai pas mis plus de méthodes, mais ce sont les grands points ici avec l'apparition de Random Forest 2001. Ensuite, une grande attente où il y a eu l'arrivée de XGBoost. Ça, c'est le contexte des architectures qu'un data scientist peut avoir en tête quand il arrive peut-être dans votre équipe. C'est ce qu'on voit dans les nouvelles, dans les blogs, dans les tutoriels. Je pense qu'on devrait éviter de se retrouver vers la droite quand on pense à démarrer la modélisation et se tasser un peu plus vers la gauche. Notamment, je dis ça parce qu'on va manquer de temps. Il n'y a pas beaucoup de PME qui disent qu'ils ont trop d'argent, trop de temps à investir. On est contraint, on doit respecter un budget. La stratégie que je veux proposer, c'est que oubliez le modèle, hein, avec des guillemets. On ne pense pas au modèle. J'aimerais plus qu'on pense au système ML dans lequel il y a plusieurs modules qui vont se parler un l'autre. Et notre rôle pour faire avancer le niveau de maturité technologique, je pense que c'est d'arriver à un point où on est confiant qu'on peut passer au prochain. Donc, on doit aller vite.
dans la réponse. Est-ce que ça marche ou pas? On doit arriver à cette réponse vite-là. Et donc, on veut faire le sprint. C'est l'idée. Besoin de quelques éléments pour faire ce sprint-là. Le premier, c'est l'apprentissage qu'on fait ici. Je parle de machine learning. On va avoir un split des données. Je recommande ici, la tactique, ici en bas de l'écran, c'est de mettre sous clé votre jeu de test. J'utilise ici un mot avec attention. Nous, au crime, on parle d'un jeu de développement et un jeu de test. Et on ne touche pas au jeu de test. C'est sacro-saint, on ne regarde pas. On veut limiter la tentation, on les enregistre même dans des endroits séparés, peut-être qu'on ne les fournit pas, et on peut faire tout ce qu'on veut avec le jeu de développement. C'est l'idée. Ça peut être très simple. On est dans la phase du sprint, évidemment. Donc, ce que je propose en bas en bleu, je dis on peut les sauvegarder distinctement, mais dès le départ, on pense à les séparer. Puis, ça peut devenir très simple. Là, je me ferais pas beaucoup d'amis si je disais simplement ça comme ça. Il y a des cas où il faut faire absolument attention, notamment les prédictions sur des systèmes qui sont compris comme des séries temporelles, où il y a un changement dans le temps. C'est très commun. Il faut absolument faire attention. Les séparations aléatoires, ou comme j'ai fait ici, séquentielles, ne fonctionnent pas par défaut. Il faut faire attention. Il faut respecter le concept de backtesting. Mais c'est pour un autre jour. Également, d'autres sujets très communs, imputation de variables manquantes, normalisation, ingénierie de nouvelles variables, très intéressant. On n'en parle pas aujourd'hui. Dans un sprint, moi aussi. Mais je peux pas m'empêcher de vous laisser avec une petite une opinion, un petit aspect éditorial. Les modèles mathématiques, qui sont les algorithmes d'apprentissage, prennent en entrée des chiffres. Donc, cette évidence ne concorde pas avec la nature catégorielle, souvent représentée avec des mots, dans les données tabulaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a plusieurs options. Je ne recommande pas l'encodage avec la méthode one-hot encoding. J'aimerais plutôt vous diriger vers l'encodage par l'effet sur la cible. Donc ici, je donne un exemple. Imaginez la variable explicative qui est la ville. Okay? C'est une variable catégorielle. Ce sont des mots, on ne peut pas les envoyer vers le modèle. La cible, le Y, c'est une valeur. J'ai choisi des chiffres qui fonctionnaient bien pour la mathématique ici. 10, 80. Ça, c'est ce qu'on essaie de prédire. Au lieu d'écrire le mot Laval, on va essayer de convertir un chiffre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les instances qui ont Laval et faire la moyenne de l'impact sur Y. Donc, dans ce cas-ci, 4, 6 et 5 donnent 5 en moyenne et on convertit le mot Laval par 5. C'est de même avec toutes les villes. C'est simple à comprendre, c'est simple à appliquer à beaucoup de champs catégoriels et même dans les cas de haute cardinalité, ça fonctionne bien. J'ai une petite tactique ici à vous partager dans certains cas de très haute cardinalité, comme les codes postaux. Ça ne vaut peut-être pas la peine de simplement naïvement envoyer le target encoding comme ça. Pensez plutôt peut-être à segmenter avec le RTA, qui est un regroupement hiérarchique naturel de la donnée. Mais attention, ici, on est dans le sprint. Donc, on note qu'il y a un code postal et on se garde comme option plus tard d'aller complémenter peut-être cette variable-là. Pour les amoureux de la donnée ici, je mentionne que target encoding est en fait peut être complémenté de plusieurs belles versions. C'est très beau à voir, c'est très séduisant toutes les versions qu'on peut avoir. Leave one out target encoding, c'est donc une version qui éliminerait le problème des villes très rares, comme Gaspé. Si on a seulement une instance de Gaspé, qu'est-ce qu'on fait avec le target encoding? Il y a des solutions, c'est bien joyeux, mais on n'en parle pas maintenant. Je vais sauter en fait les plongements ici pour parler de cette baseline. Donc, c'est la tactique qu'on veut adopter dans notre script. On doit avoir des baselines et ce que je veux dire, c'est tout simplement penser à la chose la plus naïve qui pourrait vous permettre de prédire votre cible. Ici, dans les ventes, la médiane des ventes est un modèle prédictif. Évidemment, il est naïf. Mais vérifions donc quelle est la performance de ce modèle naïf. Deuxième exemple, peut-être qu'on veut complexifier la chose, peut-être qu'on veut avoir une deuxième version.
On pourrait prendre, par exemple, la moyenne ou la médiane par variable importante, peut-être par ville. Donc, quelle est la médiane des ventes à Montréal? Ce serait une petite baseline pour moi. On pense tout de suite, ah, OK, il y a une évolution temporelle, peut-être qu'une moyenne glissante aura plus de sens. On se dit, il y a un aspect cyclique, peut-être une saisonnalité, ce sont peut-être des données tirées du comportement humain. La fin de semaine, on ne se lance pas dans le trafic. Donc, la moyenne glissante a peut-être moins de sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut copier-coller la valeur du samedi précédent pour prévoir le samedi qui vient. Il y a des versions équivalentes pour les classifications où on prendrait la classe dominante, peut-être comme baseline, ou pour les senseurs, où on travaillerait peut-être avec, encore une fois, une variable aléatoire qui respecte la distribution générative de nos données, peut-être un compte de poissons. Dans tous les cas, ma recommandation, c'est d'utiliser une baseline naïve et peut-être même une baseline plus, ce que j'appellerais 2.0, régression linéaire sur 2 ou 3 variables, par exemple. Je veux donner une observation un peu surprenante. Je ne vois pas la recommandation d'utiliser des baselines et souvent, ce n'est pas utilisé dans les tutoriels, puis dans même la communauté, là, dans du code que je vois de collaborateurs. S'il te plaît, pensez-y. C'est probablement la chose la plus facile à ajouter à votre sprint, comme ça. On est presque là. Il nous reste le modèle qui est prêt à entraîner presque. On a nos données. On a pu transformer certaines données pour qu'elles rentrent dans la boîte mathématique. On cherche encore à arriver au plus vite à notre modèle de base. Donc ici, ce que je propose, c'est une observation sur la qualité des outils disponibles. Pour les décideurs dans la pièce, il y a toujours une espèce de flou, un halo de mystère, mais l'abstraction aujourd'hui, en 2022, qui est fournie dans les outils, elle est fantastique. On parle de quelques lignes de code au départ pour recevoir un entraînement et ses prédictions. C'est très rapide. Il va y avoir beaucoup de travail pour rendre ça correct avec les meilleures pratiques, énormément. Je veux pas le minimiser, mais c'est beau à voir comment on importe une librairie qui va sous le capot, là, il se passe beaucoup de choses. On entraîne avec un simple appel peut-être à train et predict pour avoir nos prédictions. Ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'on utilise comme librairie? Il y en a beaucoup, elles sont disponibles. Peut-être que c'était XGBoost, votre favori, Random Forest, AdaBoost, CatBoost, ce sont des noms qui devraient revenir, LightGBM. Elles sont tous disponibles pour faire la tâche de régression. C'est de la substitution presque parfaite. Et j'arrive ici à la stratégie. Comment est-ce qu'on le choisirait, ce modèle? Pour moi, on doit avoir un modèle favori. Là, je vais perdre des amis en disant ça. On sait, on ne devrait pas avoir de modèle favori, mais je vais peut-être me faire des amis aussi en expliquant. Je cherche pour ma petite boîte à outils un modèle qui a des paramètres par défaut qui fonctionnent bien. Je ne veux pas savoir la performance après hyper-optimisation. Je veux savoir le paramètre par défaut. Est-ce que ça va aller rapidement? Est-ce que je peux l'utiliser pour la régression, classification, détection de nouveautés? Est-ce qu'il est résilient aux valeurs manquantes? Le modèle linéaire a peut-être de la misère avec ça. Moi, je ne veux même pas les traiter. Je veux pouvoir les envoyer tels quels. Résilient aussi à la normalisation et aux outliers. Par exemple, dans une forêt d'arbres, lorsqu'il y a des colonnes qui comportent peut-être un chiffre en milliers, c'est le nombre de cheveux sur ma tête peut-être, et juste à côté, il y a mon âge, donc vingtaine, trentaine. Beaucoup de méthodes seraient très malaisées avec ça. Les arbres de décision, qui peuvent tous être utilisés dans les algorithmes SEO, n'ont pas de problème de ce côté-là. Finalement, je voudrais juste mentionner qu'il y a un certain aspect bénéfique à ces méthodes qui utilisent des arbres décisionnels parce qu'on a comme une intuition de ce qui se passe. On sait que notre champ, notre variable n'a pas été transformé énormément pour que la décision se passe. Et ça a une valeur certaine dans la discussion avec le décideur. Donc, pour les non-initiés, les méthodes en haut là, que j'ai défilées sont à base peut-être d'arbres de décision qui sont très simples, qui utilisent les variables telles quelles pour séparer l'espace et obtenir des feuilles dans lesquelles il y a la prédiction de la valeur recherchée. C'est facile à comprendre, avoir une intuition. Juste avant de terminer cette section, on
on a besoin d'une métrique. On entend souvent ça. Puis ici, je veux juste contraster un peu ce qu'on veut dire par la métrique, puis plutôt proposer de penser à la famille ou les métriques. Dans l'apprentissage machine, les algorithmes vont utiliser une fonction de coût et vous n'avez pas à utiliser seulement cette fonction de coût comme votre métrique. Ça peut paraître évident, mais on le voit souvent. Donc, pensez plutôt à une famille. Peut-être que votre problématique particulière a besoin de considérer les erreurs relatives. Dans le cas de Rossmann, c'est ce que je vous montre ici, pour 3 semaines consécutives, il y a des erreurs qui sont lorsqu'on a un pic de consommation, peut-être de 9 à 11 000, et c'est peut-être moins grave que lorsqu'on est à 2000 ventes une fin de semaine, et une erreur de 2000 veut dire quelque chose de fondamental. Donc, les métriques, qui veut dire des indicateurs de performance, c'est une erreur de ma part d'appeler des métriques, peuvent être ajustés très rapidement pour répondre à vos besoins de considération d'affaires. On est presque là. Dernière slide de sprint. On y arrive. On veut obtenir un score. Le score, on n'a pas à être complexe. On est dans un sprint. Le code pour le score, en données tabulaires, il y a 2 ou 3 options, donc peut-être 10, dépendamment du champ d'application. On n'a pas à être fancy ici. Quelques lignes de code. C'est une petite fonction mathématique toute simple qui va regarder toutes nos prédictions et on va obtenir. Je ne sais pas ce qu'on obtient. L'important ici pour moi, c'est que j'ai un constat à vous proposer. C'est d'arrêter. Avant d'aller à la section suivante, on arrête. Puis on se pose la question. Puis je fais la blague ici avec la pilule bleue et la pilule rouge de la matrice. La pilule bleue, pour moi, c'est qu'on a arrêté puis qu'on veut reconsidérer nos données. Puis la pilule rouge, c'est qu'on fonce comme un bulldozer puis qu'on va faire de l'optimisation de nos méthodes. Data-centric peut-être versus plus modèle-centric. Je vous laisse deviner de quel côté on va pencher, mais les deux sont importantes et on va arriver aux deux de toute façon. Donc, on se force à avoir une pause décisionnelle. Peut-être qu'on va revoir le décideur, revoir le cas, le scénario qu'on considère. Et on se donne la chance dès maintenant, dès qu'on a un résultat. L'idée, c'est que si on a sous-performé complètement, on vient peut-être d'identifier dans notre pipeline une erreur, un bug. Peut-être qu'on a mal compris une certaine hypothèse. Et c'est le moment de retourner avant qu'on ait passé du temps à optimiser un modèle qui ne répond à rien. Donc, 2 petites sections ici, 4e et 5e, ce que j'appelle ici le labyrinthe. Tout simplement, il y a beaucoup d'options, on ne veut pas se perdre. Et évidemment, si on se lance du côté de faire la tâche A, on ne fera pas la tâche B et la tâche C parce qu'on a un budget contraint. Et tu sais, si on veut sortir du labyrinthe, on n'a pas besoin de passer par tous les petits coins du labyrinthe. On ne veut pas cartographier le labyrinthe. Donc, faites attention au choix de tâches. La tactique, évidemment, pour répondre à cette stratégie-là, on va se donner peut-être un budget de temps fixe. Par exemple, je veux ajouter une nouvelle variable explicative de l'ingénierie de features. Je vais me donner une journée. Je ne dépasse pas. Si je n'ai pas réussi, tant pis. Puis deuxièmement, je voudrais vous proposer de prendre vos décisions de tâches en utilisant une analyse d'erreur des prédictions. Donc, juste pour ramener le sourire, on est à 40 minutes ici. Le petit bonhomme, c'est moi. J'ai beaucoup d'options. Peut-être que je pense à améliorer ma baseline, à aller complexifier le modèle, c'est plus sérieux. Peut-être que je veux retourner à mes données brutes parce que j'avais peut-être mal compris des inspections d'erreurs. Ce que je vous propose, c'est de ne pas aller aléatoirement. On ne joue pas au dard. On va analyser nos erreurs. Encore une fois, je reviens avec le même message proposé. C'est ce qu'on a trouvé qui nous aidait le plus. C'est d'utiliser peut-être les 10 pires erreurs. Okay? Faire un deep dive, aller vraiment les voir, ces instances qui n'ont pas fonctionné. Essayer de comprendre un patron. Et ce qu'on vise, c'est peut-être voir des bugs dans notre code. Peut-être qu'on a mal aligné certaines dimensions. Et j'utilise de nos jours des outils qui sont fantastiques. Donc ici, c'est un exemple, Microsoft qui sort toute une suite d'outils complémentaires à la boucle normale d'AI.
Ici, c'est RAI Widgets qui donne une vue statistique. Il y a d'autres outils qu'on utilise à l'interne pour aller voir vraiment quelles sont les instances qui n'ont pas fonctionné. Je vous recommande de les utiliser. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Quand on obtient peut-être une conclusion sur ce regard-là, ben, je vous propose de prendre la pilule bleue. La pilule bleue ici, j'ai 3 exemples de ce qu'on pourrait faire concrètement qui répondrait à ce que moi j'appelle le data-centric, la venue data-centric. L'ajout de variables, l'ingénierie, peut-être même de variables additionnelles. Faire attention ici, j'ai des décideurs qui veulent pas qu'on s'emballe et c'est facile de s'emballer avec des nouvelles colonnes qu'on voudrait ajouter. Par exemple, dans le cas de Rossmann, ce serait peut-être de faire un nouveau champ qui serait le nombre de clients qui ont été observés dans le magasin, peut-être dans la dernière semaine ou dans la dernière matinée, pour aider notre décision, notre modèle de décision. De prédire. Deuxième exemple, donc au milieu ici. Celui-là, il est peut-être nouveau pour certains d'entre vous. Dans le cas de la base de données entière qu'on a reçue, il y a peut-être en fait un sous-ensemble qu'on pourrait sectionner et regarder la performance seulement sur un sous-ensemble. Donc, le domaine d'affaires dans lequel on évolue va peut-être bénéficier de pouvoir travailler sur seulement les grandes villes. Et si on a en fait une performance très médiocre sur les villages, on peut quand même avancer dans notre maturité technologique du projet IA en ignorant les edge cases. On pourrait considérer donc changer un peu la tâche, l'expérience qu'on mène. Et je vous propose ici de penser à quelque chose comme ça. Troisièmement, améliorer la cible. Donc, ça, c'est du data-centric à 100%. Imaginons ici qu'on a une vieille cible, ici ce que j'ai appelé Y-old 0101, qui était peut-être une évaluation d'un vendeur. Si vous êtes prêt à aider votre modèle à performer, ça peut être en changeant la colonne. Par exemple, ajouter de nouveaux annotateurs et changer ce qu'on avait 0,1 à peut-être une échelle. Et dans ces cas-là, ce qu'on est capable de faire, c'est parfois voir les désaccords entre plusieurs annotateurs et soulever des données qui sont en fait peut-être de piètre qualité, les extraire et ne pas s'en servir pour les entraînements. Donc, c'est une façon de revoir même la tâche que je vous propose. Encore une fois, on doit prendre sa décision en fonction des erreurs qu'on a commises. La pilule rouge ici, je vais vite parce que je n'ai rien à vous recommander. Il y a beaucoup d'options, elles sont toutes bonnes, mais elles vont vraiment dépendre de la performance obtenue dans le sprint. Optimisation d'hyperparamètres, penser au deep learning, AutoML. J'ai des commentaires sur tous, mais je ne recommande rien de spécifique aujourd'hui. Je vais prendre 30 secondes pour parler du deep learning. C'est une question qui est sur beaucoup de lèvres. Je m'adresse aussi au CIO, au CTO peut-être dans la salle. Le deep learning est dans les nouvelles, ça fonctionne drôlement bien. Il y a une effervescence dans d'autres domaines d'application. Pour les données tabulaires, la littérature, elle est très petite. En ce moment, il y a peut-être une demi-douzaine de papiers qui valent la peine de lire si on veut en apprendre. Ce sont sur des jeux de données académiques souvent. Donc, je n'en ferai pas de gros plats. J'ai 3 constats qui sont en fait qu'il y a peu de publications en ce moment. Chacune avertit d'une sous-performance sur les données académiques du papier. XGBoost bosse systématiquement encore dans ces problématiques théoriques. Donc, mon constat, c'est que ça présente peut-être peu d'intérêt tel quel pour l'analyse tabulaire unique. Donc, on ne parle pas de multimodal ou d'autres utilités. Une certaine tactique, cependant, que je voudrais mentionner, c'est l'utilisation de réseaux de neurones pour apprendre de meilleurs plongements. Je vous ai montré dans le passé les target encoding. Donc, ici, j'ai une version un peu plus riche, peut-être, avec des plongements appris par méthode neurale. Dernière section, toute petite. Je vous laisse avec une stratégie qui est encore de réduire le délai vers votre MVP. Ça va guider un peu l'effort qu'on met dans chacune des idées d'amélioration de nos résultats. Donc, très concrètement, on est un petit peu dans la pilule rouge ici. J'ai des commentaires rapides. Il y a beaucoup d'options. Encore une fois, j'ai mis une liste parce que je ne veux pas
mettre d'emphase trop sur une des étapes. Je peux parler de certaines d'entre elles. On est limité par le temps. Donc, je vais sauter, en fait. Ces trois-là sont activement utilisés par nos équipes. On va garder le focus sur les contraintes commerciales et chacune va être un outil pour répondre à la question client. Validation croisée, pas pour aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire. Restez au courant. Je vais sauter ici la prédiction d'intervalle. Juste mentionner que c'est un outil très valable pour les décideurs qui vont regarder les données parce que, j'observe ici, lorsqu'on ne voit qu'une valeur en sortie, on infère tout de suite la perfection un peu de cette valeur-là. Donc, il faut faire attention. Et le scientifique de données qui regarde ces données et l'utilisateur final doit pouvoir comprendre le risque. Je vais sauter la calibration par manque de temps ici. Il y a des solutions. Je vais simplement mentionner qu'on peut la détecter, les erreurs de calibration, et les corriger. C'est dans notre coffre à outils. Et je vous laisse ici avec l'optimisation d'hyperparamètres. Je pense qu'on arrive à tout coup dans un point d'un projet où on veut s'en servir. Je vous avertirai de peut-être faire attention. On ne peut pas bouillir l'océan, comme ils disent dans certains domaines. Il faut être très agressif, selon mon expérience, dans le choix et dans le choix des paramètres qu'on peut observer et dans le choix du nombre de paramètres qu'on veut rentrer dans notre comparaison d'hyperparamètres par optimisation. Ici, je vous montre un outil. Je pense que c'est vraiment révolu le temps des grilles d'observation des hyperparamètres pendant notre optimisation. Il y a des méthodes beaucoup plus efficaces et le temps coûte cher quand on fait ce genre de calcul. Donc, faites attention là-dessus. Et c'est terminé. Et une conclusion, peut-être déclinée en 4 versions, ça reproduit ce que j'ai dit aujourd'hui. On ne veut pas optimiser un modèle qui ne servira pas au final. Et donc, on doit se prémunir en amont et valider un peu la pertinence à chaque étape. On veut faire notre sprint. Puisqu'on vise dans le développement expérimental à réduire l'incertitude, on doit sprinter. C'était ça le message principal de la journée. Le labyrinthe d'options, oubliez-le pas. Il y en a beaucoup des options. Il faut être très songé lorsqu'on va choisir notre prochaine tâche et ne pas se laisser influencer par les billets et la saisonnalité un petit peu de la mode data science. Puis je terminerai peut-être avec le constat de la pertinence du ML encore pour les données tabulaires face à l'avancée de deep learning. On reparlera peut-être l'an prochain, mais il y a encore des bonnes performances avec notre Random Forest. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction à ton métier et aux diverses facettes du métier. Donc, on a du temps pour quelques questions. On peut même déborder un petit peu puis ajouter quelques questions supplémentaires. Donc, vous pouvez envoyer votre question sur le chat, sur le question answering. On va faire un filtrage de ça. Vous pouvez aussi, si vous préférez, lever la main pour poser des questions. Alors, en attendant qu'il en sorte, je vais réitérer un des points que tu as nommé, celui des baselines. Combien de fois dans ma carrière, j'ai vu des gens se lancer dans des approches très sophistiquées avec des mathématiques complexes et ainsi de suite, et ensuite d'en avoir un autre qui après refait la même chose, mais juste en prenant, par exemple, les résultats de l'année précédente, puis combiné avec une petite moyenne, puis qui dépassait tous les efforts immenses que les autres ont fait. C'est fondamental d'avoir des baselines pour mesurer est-ce que nos méthodes apportent même quelque chose par rapport à ça. Moi, je peux complémenter ici quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que la complexité a un coût. Puis on ne vise pas à faire le développement peut-être d'une preuve de concept pour faire le développement d'une preuve de concept. On s'en va quelque part. On veut un produit, puis toute complexité va nous coûter cher plus tard. Donc, si la baseline est capable de répondre aux besoins prédictifs d'un petit module, oh là là, prends la baseline. Parce qu'elle est facile à implémenter, il n'y a pas d'incertitude. En tout cas, il y a moins d'incertitude de risque technologique, de dette accumulée.
Donc, allez-y simple si vous pouvez. Là, OK, une question de Jean-Charles Verdier. Donc, je vais enlever, je vais te laisser la... Connaissez-vous des stratégies d'encodage autres que le one-hot encoding pour les données catégoriques sans utiliser les labels? Sans utiliser les labels. Pourquoi on ferait ça? Ben oui, il y en a plusieurs. Là. Le hashing pourrait permettre d'avoir une dimension différente, je suppose. On pourrait aller peut-être, une méthode de hashing, on pourrait choisir plusieurs colonnes, puis c'est une fonction externe qui peut être appliquée, puis elle va la transformer. On peut travailler peut-être avec des variables cycliques qui pourraient être converties avec le sinus-cosinus. Donc, c'est un encodage informatif. L'utilisation de la target, elle est juste séduisante, mais elle n'est pas de mise. Donc, la plupart des méthodes, en fait, vont y aller seulement en regardant le chiffre. Une autre méthode peut être dans les multiclasses de peut-être travailler en binaire. Donc, c'est une version peut-être plus dense que OneHot. Donc, moi, j'évite OneHot si je peux. Là. Il y a beaucoup d'évidence que ça réduit l'importance à apporter à une variable. Donc, quand on diffuse en 15, 20 colonnes, beaucoup de méthodes qui sont plus capables de gérer l'appartenance de celle-ci. Puis, on n'a plus besoin de faire ça. Et je serais curieux de voir d'autres méthodes, peut-être avec réseau de neurones qui ne se servent pas de la cible pour apprendre les plongements, mais peut-être qu'on peut y aller self-supervised. Donc, je serais curieux de voir, mais je n'ai pas utilisé ça personnellement. Merci Michel. Je ne sais pas si ça répond à la question. Une autre question de Manon Girard. Quel est l'outil pour la recherche d'hyperparamètres que nous avons vu? Ah ouais, tiens, c'est intéressant, je n'ai pas mentionné. C'est NNI. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça voulait dire. Neural Network Inspection, peut-être, je ne sais pas. Microsoft qui a produit celui-ci, je ne le recommande pas particulièrement. À l'interne, dans mon groupe, j'ai peut-être un tiers les gens qui utilisent HyperOpt et Optuna. Moi, j'utilisais HyperOpt et NNI personnellement. L'avantage, c'est la visualisation fantastique qu'on obtient à la fin. Ça nous donne une bonne intuition. Puis c'est souvent des utilisations d'un outil qui est en quelques lignes. Et donc, c'est une force à ne pas ignorer de nos jours. Donc, NNI, ici de Microsoft. Puis, je l'aurais peut-être écrit. Pardon, je peux revenir. Ah ben non, j'ai enlevé j'ai enlevé le logo. Là, il est caché dans le haut de ce screenshot ici. Pardon. Merci Michel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en aurais une aussi. Au CRIM, on a fait une évaluation de plusieurs outils, entre autres dans les outils dans la famille des arbres de régression. On en a pris plusieurs, XGBoost, mais on en a regardé d'autres. On a essayé aussi quelques-unes des méthodes basées sur les transformers ou le deep learning, l'apprentissage profond. Est-ce que tu veux juste nous donner un petit aperçu très rapide là-dessus? Évidemment, c'est un grand sujet en soi, mais en fait, notre idée, c'est de voir si on peut les intégrer dans notre trousse à outils. Oui, absolument. Donc, ça fait seulement quelques années qu'il y a eu un intérêt particulier pour les données tabulaires. Donc, l'idée ici, c'est de battre un petit peu, j'arrive à ma ligne de temps, de battre XGBoost. C'est ça le gold standard. Puis, dans les articles, ce que je vais vous avertir, c'est qu'ils donnent les résultats après optimisation à fond. On veut tirer tout le jus. Souvent, XGBoost va gagner. Moi, aujourd'hui, je vous ai recommandé d'autres méthodes, notamment LightGBM. Il est plus rapide à calculer. Donc, ça, c'est beaucoup d'heures de gagner pour une personne. Puis, les paramètres par défaut de CatBoost, donc ici, ce qui est arrivé en 2017 peut-être, CatBoost va prendre n'importe quoi en entrée puis bien fonctionner. Donc, il y a une différence entre regarder les performances finales après des benchmarks. Nous, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que tu mentionnes, Oman. Et regarder la performance de base par défaut si on veut aller vite. Donc, séparer peut-être les deux en tête.
Le deep learning est arrivé spécifiquement avec des architectures nommées comme TabNet, Node et SAN. Nous, on a fait des benchmarks à l'interne parce qu'on veut savoir si ça vaut la peine d'investir du temps de réalisation de projet et de proposer ces solutions-là. Ce qui veut dire on est vraiment à l'endroit où le pneu il frappe le runway. Hein. Donc, il faut que ça fonctionne. Il faut que ce soit robuste. Et ce qu'on a trouvé, c'est que ce qui était disponible est sous forme de publication encore très alpha. C'est difficile d'utilisation. Et souvent, ce n'est pas inclus dans une librairie pratique. C'est encore en développement. Donc, puis même Tab Transformer, ici, ce sont des essais très poussés de forcer un biais inductif favorable, qui est similaire à ce que les boosted trees nous donneraient. Ils essaient d'ajouter ça à même les couches, un réseau de neurones. C'est très prometteur, ça fonctionne, mais au final, ça ne fonctionne pas aussi bien que XGBoost peut-être. Et ce n'est pas robuste en termes du packaging, je dirais. Donc, on a travaillé fort peut-être pour Node. Node, c'est, je vais juste vous donner l'historique, c'est en fait Yandex, évidemment, qui a augmenté leur méthode CatBoost. Ils en ont fait une méthode end-to-end différenciable qui pouvait être entraînée par descente de gradient, puis c'est à utiliser. Il n'y a pas tous les agréments. Il faut trop travailler pour arriver à un résultat, puis ça fait que ça ne passe pas. Pour nous, dans notre use case au crime, je veux dire, là, si on a $1 million à investir, une équipe de 10, absolument, c'est utilisé. Yandex utilise leur version absolument dans leur version Amazon, mais on n'est pas ici. Donc, merci Michel. Une autre question de Jean-Charles Verdier. De manière générale, est-ce que vos modèles se généralisent bien dans le temps? Est-ce que les clients reviennent fréquemment car le modèle déployé est devenu désuet à cause de nouvelles trends dans les données? Excellente question. Donc, il n'y a pas je ne sais pas s'il y a du général. L'idée, c'est que nous, on les envoie pour intégration. On a des succès, les clients ne reviennent pas parce que ça ne fonctionne plus. L'idée du crime, c'est de transférer le savoir-faire pour avoir pris en main l'ajustement, peut-être, de la mise en prod. Donc, ce que je dirais, c'est plutôt qu'on va avoir pensé à des recommandations sur la méthode de réentraînement. Donc, on prend pour acquis que ça ne va pas perdurer. Donc, il faut avoir une stratégie de réentraînement. Il faut faire une petite optimisation, évidemment, là. Donc, nous, on donne l'idée, en fonction du coût computationnel, je veux dire, de recalcul. On crée peut-être un jeu de validation qui correspond à ce mode d'opération. Peut-être réentraîner à chaque nuit. À 2 heures du matin, on fait 40 minutes de réentraînement sur tout l'historique. Bon, ça coûte quelque chose. Et on prend pour acquis que ce modèle ne va durer qu'une journée, peut-être. Et c'est un truc qu'on utiliserait ici. Donc, est-ce que les clients reviendraient avec « Ah, ça ne fonctionne plus ». Ben non, parce qu'on le savait que ça ne fonctionnerait pas longtemps. On a la boucle de gestion et monitoring, je ne sais pas en français, de ça. Merci beaucoup, Michel. Il est midi, donc merci à tous les participants. Ne vous gênez pas pour nous envoyer des commentaires, des suggestions. Probablement que cette série-là sur les données tabulaires, on pourrait l'étendre et en faire plusieurs où on se concentre sur un aspect. Il y a plusieurs aspects que Michel a sauté faute de temps pour nous donner un aperçu. Mais il y en a plusieurs qui pourraient être développés, puis qu'on pourrait aller dans les détails techniques aussi. Donc, ne vous gênez pas de nous faire des suggestions et des commentaires. Merci à tous